Merci beaucoup, cher ami. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier encore le professeur Belkhadir, qui est un ami de longue date, et toute l'équipe qui est autour de lui, qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui et de réunir ensemble l'Afrique subsaharienne, le Maghreb, le Proche-Orient. C'est excellent. J'espère que nous aurons vraiment l'occasion de faire beaucoup de choses ensemble. Alors, il m'a été demandé de parler de la présidence du diabète au Sénégal, mais dans la réalité, je vais brosser un peu plutôt, faire l'état des lieux et évaluer les stratégies que nous avons mises en place justement pour faire face à cette maladie. D'abord, un mot d'historique. Les premiers cas de diabète ont été hospitalisés dans nos services en 1957 et très rapidement, nos maîtres de l'époque, naturellement j'étais encore à l'école primaire, nous ont montré que le diabète progressait très rapidement. En 4 ans, c'est pratiquement 4% des lits qui étaient occupés, alors qu'auparavant, c'était 1% des lits. Ce qui a amené rapidement à dire que c'était un problème de santé publique et à la création de centres spécialisés que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, qui s'appelle le Centre national du diabète, et qui a été créé en 1965, qui a fêté ses 50 ans, donc il y a 2 ans. Et en 1979, on s'est rendu compte, en fait, dans la réalité, qu'il n'y avait, en faisant le point, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'il y avait une insuffisance des actions médico-sanitaires, et c'est pour ça que nous avons mis en place un programme dont je parlerai un peu plus largement, qu'on appelle l'Action populaire d'éducation des diabétiques. Et à partir de là, ce programme ayant été reconnu par l'OMS nous a aidé en 2 choses. D'une part, en nommant le centre comme centre d'excellence, centre collaborateur de l'OMS en 1994, et nous a aidé aussi, dès ce moment-là, à mettre en place un programme national de lutte contre le diabète. Alors, pour parler de chiffres, je passe sur les enquêtes partielles qu'il y avait eu. Je focalise essentiellement sur l'enquête STEP qui a été faite en 2015. Et cette enquête nous a montré que la prévalence du diabète était de 3,4%, mais surtout quand on regarde les chiffres de plus de 40 ans, ça remontait à 5,5%. Les facteurs de risque associés ne sont pas en reste. Bien sûr, sur le plan pathologique, nous avons l'hypertension artérielle, 24% de la population, le surpoids et l'obésité, l'hypercholestérolémie, mais aussi les habitudes de vie ont été regardées, et ce que nous voyons, c'est qu'il y a l'inactivité physique chez le tiers de la population. La consommation de graisse est très importante au Sénégal, notamment l'huile est vraiment un des facteurs et le sel aussi. Ce sont vraiment des facteurs de la cuisine sénégalaise. L'autre élément, c'est que nous mangeons très peu de fruits et de légumes. C'est plus culturel. C'est le coût, mais aussi c'est un problème culturel chez nous. Et au lieu d'entrer dans les détails des chiffres, j'ai donné ici un résumé de la physiopathologie sur les diverses études qui ont été faites dans les 50 dernières années. Les types de diabète, c'est le diabète de type 1, c'est pratiquement 8 à 10%. Dans le centre que je dis, il y a 45 millions de diabétiques aujourd'hui. Plus de 5 000 d'entre eux sont des diabètes de type 1. La liaison HLA du DT1 a été étudiée avec mes collègues biochimistes il y a 20 ans. Il n'y a pratiquement aucune différence avec ce qui se voit dans la littérature. Les circonstances de découverte, c'est exactement ce que mes collègues ont montré, mais ce que je dois souligner, c'est que de plus en plus, nous avons de plus en plus un dépistage systématique du diabète qui est fait au niveau notamment des entreprises, mais aussi par des demandes personnelles au niveau des pharmacies. Et les déséquilibres majeurs que nous connaissions au départ, nous ne les voyons plus tellement, même au niveau le plus périphérique. Par contre, le problème de la lésion du pied reste encore au premier plan parce que le paradigme a changé. Auparavant, c'était essentiellement le pied infectieux. Aujourd'hui, avec la longévité des diabétiques, nous voyons de plus en plus les pieds artériels, les pieds neuropathiques. Les autres complications chroniques, bien sûr, le diabète reste encore cause majeure d'insuffisance rénale, puisque quand on regarde le service de dialyse, d'hémodialyse, c'est pratiquement 75% de diabétiques. Les services ophtalmo aussi, avec la cataracte, voient beaucoup de boucles. Donc, le problème aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en place la prévention et la prise en charge précoce de cette maladie. Alors, qu'en est-il de cette prise en charge dans notre pays? Alors, il fallait vaincre les obstacles. Pour les vaincre, il fallait les connaître. Donc, il y a 20 ans, nous avons mené une enquête CAP, une enquête pour les attitudes et pratiques au niveau des populations, mais enquête qui avait aussi intéressé la partie médicale. Mais ça, je n'en parlerai pas par pudeur pour nos médicaux.
mais je parlerai essentiellement des problèmes qu'il y a au niveau de la population. Tout ce que j'ai dit cela a été montré. D'abord, la représentation des signes évocateurs du diabète, c'est plus des représentations positives que les populations en ont. Quand on parle de polyurie, par exemple, ou de polydipsie, les populations considéraient à l'époque que c'était un signe de bonne santé. Mais ceci permettait de mettre en place une prévention, justement. La place du mysticisme, de la sorcellerie dans le déclenchement du diabète, la non-reconnaissance du caractère chronique de la maladie, il s'agit pour les populations d'une maladie aiguë qui revient par crise. Et ça, c'est important de l'adresser au niveau de l'éducation. Ensuite, tout ceci amène en fait les patients à faire un circuit de passage d'abord par la médecine traditionnelle avant d'arriver à l'hôpital, ce qui explique qu'à l'époque, justement, les grosses complications que nous voyons arriver. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. C'est d'abord l'ignorance et la négligence, mais aussi les facteurs socioculturels qui sont très importants. Alors, pour cela, il était important de mettre en place la sensibilisation, la communication pour un changement de comportement. Alors, les autres éléments, bien sûr, à vaincre, c'était plus national, c'était plus l'État. Nous avions un centre national de référence pour le diabète, d'où la décentralisation. L'insuffisance des personnes spécialisées, c'est clair, comme dans tous les autres pays, c'est encore insuffisant aujourd'hui, mais nous avons investi dans la formation. L'organisation de la prise en charge qu'il fallait décentraliser, j'y reviendrai tout à l'heure, et les amener au niveau le plus reculé des soins de santé primaire et essayer de voir avec l'État comment augmenter la part du budget de la santé. Pour donner un exemple, ce n'est qu'en 1999 que pour la première fois à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a parlé du diabète comme posant un problème national, alors que nous avions attiré l'attention déjà 25 ans auparavant. Alors, l'accès aux médicaments, les équipements et l'accessibilité, tout ça, nous y avons travaillé, j'y reviendrai. Donc, je pense que l'objectif au Sénégal, c'est d'investir sur l'accessibilité, mais aussi d'étudier et d'adapter le coût de la prise en charge. Alors, comment cette prise en charge est-elle organisée? Quel a été le point de départ? C'est d'abord au niveau du centre du diabète, national du diabète, que ça s'est fait par le biais des médecins et non par le biais de l'État. Donc, je disais tout à l'heure au départ, que lorsque nous sommes arrivés au niveau du centre avec nos maîtres, nous avons fait en 1979 le bilan des 15 premières années. Eh bien, ça montrait deux éléments importants. D'une part, que l'éducation diététique et sanitaire était tout à fait inadaptée, tout à fait approximative, il n'y avait pas de personnel éducatif à proprement parler. Le bas niveau de vie, l'analphabétisme, l'ignorance et la négligence dont j'ai parlé tout à l'heure étaient des éléments importants, ce qui explique les complications importantes et les décès. D'où l'importance d'une éducation adaptée. Et ceci nous a amené à mettre en place ce qu'on a appelé l'Action populaire d'éducation diabétique. C'est un programme, en fait, dont les objectifs étaient d'amener les diabétiques d'abord à changer de comportement par rapport à leur maladie, à adopter une hygiène de vie adaptée et à acquérir un savoir-faire pour le traitement et l'autosurveillance de leur maladie. Alors, les moyens, nous avons essayé d'avoir des moyens très simples. Un personnel éducatif de niveau moyen qui a été formé dans une formation simple, biomédicale sur les aspects du diabète, le contenu de l'éducation, une formation notamment à transmettre un message de façon simple aux populations. Et puis, ce programme a été évalué par l'OMS, qui l'a trouvé tout à fait positif en amenant quelques modifications à l'époque. Sur le matériel, nous n'avions pas d'argent. Nous avions demandé 8 millions de francs CFA. Je crois que ça doit faire à peu près quelque chose comme 6 000 euros. Nous n'avons obtenu que 200 euros. Voilà. C'est avec ça, nous nous sommes débrouillés quand même pour mettre en place l'éducation. Et les méthodes que nous avons utilisées, c'est les méthodes qui servent à la population. C'est-à-dire, au lieu de mettre en place une éducation individuelle, nous avons mis en place une éducation de groupe, mais qui était précédée toujours par une enquête individuelle, une enquête alimentaire, une enquête socio-psychologique, une enquête économique. Voilà un peu la formation des personnels avec ce que les personnes que vous voyez à droite. Ce sont des stagiaires belges qui viennent pratiquement tous les ans au niveau du centre pour apprendre avec nous. Voilà un peu une séance d'éducation pour l'hygiène du pied à gauche et une séance d'éducation sur l'alimentation et sur les différents aspects du diabète que nous avons intégré notre programme en fait au programme de la Map Conversation. Comme vous voyez, ce que vous voyez au premier plan, ce sont les matériaux que nous utilisons et au second plan, c'est le matériel, c'est la Map Conversation.
Alors, l'évaluation objective a montré que près de 90% des patients ont adhéré à cela. Ça nous a permis de faire reculer l'acidocétose et les décès par acidocétose. Pratiquement, nous ne voyons plus de décès par acidocétose, en tout cas pour les patients qui arrivent au niveau des structures de santé, que ce soit au niveau du centre ou au niveau périphérique. Et les amputations de jambes, nous avons à l'époque réduit de 85%. Le point de diabète et grossesse s'était amélioré avec un nombre d'enfants vivants passant de 10% à près de 90%. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du contrôle des complications chroniques et l'augmentation. Mais ceci, le défi, c'est essentiellement la décentralisation, puisque nous avons vu augmenter l'affluence des diabétiques, parce que le programme était accompagné d'un programme de sensibilisation au niveau des radios et des télévisions et dans les quartiers, grâce à l'association des diabétiques. Alors, dans la décentralisation, bien sûr, je passe sur cette diapositive qui résume ce que je viens de dire. Alors, nous avons mis en place le programme national de lutte contre le diabète en 1994. Ces objectifs, c'était d'abord, premier élément, d'évaluer l'importance du diabète sur le plan national, mais aussi de mettre en place des mesures pour la prévention et le contrôle de la maladie, mais aussi la prévention des complications. Alors, il fallait que ce soit un modèle adapté à notre pouvoir économique, un modèle adapté aussi à notre sociologie. Et il fallait tout de suite penser aussi à créer les mécanismes de promotion et de pérennisation de l'accessibilité. Alors, il y a eu un plaidoyer, bien sûr, je passe rapidement sur le programme. La formation d'abord et la sensibilisation, ça a intéressé d'une part les paramédicaux, en particulier par rapport à la surveillance de la maladie au niveau des soins de santé primaire, mais aussi la formation des médecins pour la confirmation les décisions thérapeutiques, mais aussi la prise en charge des pathologies associées. La formation aussi a intéressé les diabétiques eux-mêmes avec l'aide de l'Association sénégalaise de soutien au diabète, dont je parlerai certainement demain dans ma communication, mais aussi les populations avec les programmes de sensibilisation. Alors, l'accessibilité, la mise en place d'activités implique la pédagogie à tous les niveaux. On a mis en place aussi avec le gouvernement un paquet minimum d'activités pour mettre le dépistage, la surveillance, le bilan des facteurs de risque associés. Aujourd'hui, avec l'aide de laboratoires comme ça, nous sommes en train de mettre en place des unités de diabétologie. Il y a déjà 7 unités qui ont été mises dans les régions. Je vais en installer une dernière à 700 km de Dakar la semaine prochaine. L'accès aux médicaments, là aussi, nous avons quand même bénéficié d'une subvention de l'État pour ce qui est de l'insuline, qui coûte 60% moins cher aux patients, puisque l'État prend en charge les 60%. L'accès aux antidiabétiques oraux génériques de qualité avec la mise en place d'un laboratoire de contrôle du médicament nous permet aussi de faire en sorte que les malades aient accès. Et bien sûr, nous sommes en train de travailler. Il y a un département, une division de la médecine traditionnelle au niveau de la médecine, du ministère de la Santé qui travaille aussi aujourd'hui sur les plantes réputées antidiabétiques. Alors, je voudrais conclure. Je n'ai pas parlé de tout. Aujourd'hui, nous avons le programme M-Diabète. J'en parlerai un peu plus en détail, j'espère, demain. Le diabète est un problème de santé publique au Sénégal. La lutte a été heureusement très organisée rapidement, mais ceci grâce au corps médical. L'État, ce n'est que 30 ans après que l'État a commencé à nous accompagner. Mais très rapidement, nous nous sommes dit, s'intéresser seulement au diabète, ce n'est pas bon. Il faut absolument aller vers les autres facteurs de risque associés. Et aujourd'hui, nous travaillons en collaboration avec les autres services. Et l'État, avec nous, est en train de mettre en place 2 programmes importants. Le programme de lutte contre les maladies non transmissibles d'une part, mais aussi le programme national de nutrition. Les documents sont déjà prêts. C'est des plans stratégiques. Nous avons déjà tous les documents. Nous avons le vote de l'Assemblée nationale pour les mettre en œuvre. L'organisation de l'assistance fait partie de ça, bien sûr. L'implication des autres au plus haut niveau a été obtenue, donc, puisque ces 2 plans stratégiques nous aideront à aller plus loin. Et enfin, avec l'aide de nos partenaires, nous parvenons aujourd'hui à décentraliser et la formation des médecins de santé publique. Déjà, nous avons au moins 500 médecins qui ont été formés dans des programmes avec l'État et avec nos partenaires. Les paramédicaux, pour la plupart, ont reçu une formation, ce qui fait que nous ne voyons plus arriver les cas que nous voyons autrement. C'est vrai que j'aurais voulu dire beaucoup plus de choses, mais j'ai essayé de ramasser ce qui se fait aujourd'hui au Sénégal et quelques résultats que j'ai donnés tout à l'heure. Et je voulais terminer en vous remerciant de votre attention.